Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand Gîte et des Territoires. Voici tout de suite les titres du journal. Des maires menacés et en colère face à la multiplication des agressions. Les élus se sentent abandonnés par l'État, nous expliquera la rédaction de LMTV Sarthe dès le début de ce JT. Récolter des déchets à cheval. La nouvelle chaîne locale francilienne 20 minutes TV nous fera découvrir cette initiative déployée en pleine zone urbaine. Une idée, vous le verrez, bonne pour l'environnement et plébiscitée par les habitants. Elle est le témoin d'une époque disparue. Françoise Dorigny dévoile les souvenirs de sa vie dans un ouvrage poignant entre Seconde Guerre mondiale et mondanité parisienne. Christophe Rigaud l'a rencontrée chez elle. Et puis en fin de journal, la rédaction de Canal 32 nous dévoilera les coulisses d'un événement un peu particulier, la course de caisse à oignons de Chavanges. Un cocktail, vous le verrez, de vitesse et de bonne humeur. Voilà, des agressions qui se multiplient et une écharpe tricolore qui n'inspire plus forcément le respect. Les maires de France se sentent de plus en plus délaissés. À portée d'engueulade, ils sont aussi souvent victimes de comportements violents. Exemple près du Mans, où le maire de la petite commune de Spray a subi 2 agressions à l'espace de quelques années. Jean-Yves Avignon se dit aujourd'hui dépassé par la violence de certains de ses concitoyens. Un sujet d'Enzo Maubert pour LMTV Sarthe. Regardez. C'est un endroit que le maire de Spey n'arrive pas à oublier. Juste devant la salle municipale, c'est ici qu'il s'est fait agresser le 14 juillet 2022, juste après la fin des festivités. La buvette était fermée et là, un groupe de 4 personnes qui est arrivé, s'en est pris à un jeune de la commune. Les agents de sécurité que nous avions retenus sur cette soirée sont intervenus, se sont fait frapper par la personne en question alors qu'ils essayaient de défendre le jeune. Et moi, quand j'ai vu que ça prenait une certaine ampleur, je suis intervenu en disant « vous arrêtez, je suis le maire de la commune, vous arrêtez ». La personne est venue vers moi et m'a giflé. Depuis le début de son mandat en 2014, c'est la 2e agression dont est victime l'élu. Il s'avoue aujourd'hui impuissant. On nous dit qu'on est OPJ, officier de police judiciaire, on a l'impression qu'on n'a pas de pouvoir et puis que les gens ne nous respectent pas. Ces agresseurs sont convoqués devant le tribunal en janvier 2024. Un délai trop long, selon le maire, qui craint des représailles. On peut retrouver facilement mon domicile, voilà. Ce qui s'est passé à Saint-Brévin, on tend le dos, hein. On est un certain nombre de maires à se dire, oui, comment nos agresseurs vont parvenir dans la mesure où la justice les convoque très tard. Le 24 mai dernier, les maires en appelaient justement à l'État face à ces agressions verbales et physiques qui, selon eux, se multiplient depuis la crise sanitaire. Je sens à l'accueil aussi de la mairie, l'agressivité des personnes quand elles ont des exigences et que ça n'aboutit pas dans leur sens. On a ce genre de démarche qui fait que le contact est quand même dur. Le 14 juillet prochain, Jean-Yves Avignon sera bien avec ses administrés pour la fête nationale. Mais cette fois-ci, la municipalité a engagé des maîtres chiens, une solution regrettée par le maire, mais qu'il juge essentielle pour éviter tout débordement. Voilà, et pour renforcer la sécurité de chacun, nombre d'élus ont désormais recours à la vidéosurveillance, un moyen indispensable pour certains, un coût trop élevé pour d'autres. L'installation de caméras fait bien souvent polémique. Dans la Loire, le projet d'un maire qui souhaite implanter 4 caméras devra être soumis à consultation citoyenne. Les explications de Nathan Vacher pour TLL7, regardez. Cet emplacement est l'un des 4 où devraient être implantés des systèmes de vidéosurveillance. Celle-ci filmerait constamment et permettrait, suite à un dépôt de plainte, de transmettre les images aux gendarmes. Un projet préconisé par les services de police après un incendie volontaire ainsi qu'un cambriolage. On a eu plusieurs faits sur la commune pour lesquels les services de gendarmerie nous ont indiqué que s'ils avaient des éléments visuels, ça pourrait grandement simplifier leur travail. La place centrale, le secteur de la crèche, l'entrée du village ainsi que le parking des restaurants du Guiset seraient donc équipés de ce système de vidéosurveillance. En tout, la mairie devrait débourser la somme de 30 000 €, sans compter l'apport du conseil régional. Tout ce dispositif pour lutter contre la montée de faits délictueux. C'est venu du constat qu'aujourd'hui on se situe plus comme une commune périurbaine de l'agglomération
région stéphanoise, avec de plus en plus de faits délictueux, un cambriolage, une agression à la sortie d'un restaurant. Un collectif s'est créé contre l'arrivée de ce système de vidéosurveillance, collectif qui a même déposé une pétition que plus de 100 habitants a pour le moment signée, ce qui oblige le conseil municipal à le traiter à l'ordre du jour en vue d'une possible consultation citoyenne. Le collectif, quant à lui, propose des solutions alternatives. C'est de dire consacrer l'argent qui est prévu à la prévention pour les ados, parce que notre problème il est plutôt au niveau des ados. Ici, la petite enfance et les personnes âgées sont parfaitement pris en charge, mais au niveau des ados, et comme ça change tout le temps, les ados, tous les 3-4 ans, c'est une nouvelle génération. À l'unanimité, les élus ont voté pour la consultation citoyenne qui devrait avoir lieu le 1er octobre prochain pour connaître l'avis des plans Foyard sur l'arrivée de ces vidéosurveillances. Accéder facilement au monde médical, voilà l'une des principales problématiques à la campagne. Manque de médecins et vieillissement de la population, l'équation paraît impossible à résoudre. Et si la solution se trouvait dans la box médicale, un container transformé en un cabinet mobile de téléconsultation, une invention venue du Gard que nous fait découvrir Olivier Michel pour Via Occitanie. Elle s'appelle la box médicale. Tient dans un container, s'apparente au cabinet de téléconsultation installé dans certaines pharmacies, mais leur diffère. Mobile, elle peut être implantée n'importe où et offre plus d'intimité. L'idée nous est venue pendant le Covid. On s'est rendu compte qu'on avait une grosse problématique de déserts médicaux en France. Et à un moment donné, les solutions qui étaient proposées ne nous paraissaient pas satisfaisantes en termes de logistique. La télémédecine existait, mais pour nous, elle n'était pas dans un écrin adapté. Donc il nous fallait un endroit qui soit dédié et qui soit autonome, que l'on puisse y accéder tout le temps. Le cabinet de téléconsultation est outillé et permet de rentrer en contact avec un médecin généraliste, voire un spécialiste, dermatologue, ORL ou pneumologue. Alors ici, la bande Tessan est équipée de 6 objets médicaux connectés. Ils ont tous la particularité d'être pilotés à distance par le médecin. À l'issue de la téléconsultation, le médecin imprime l'ordonnance. Une démonstration parlante pour les maires qui font face à la désertification médicale. Il y a certains atouts parce qu'aujourd'hui je suis sur un territoire rural, touristique et rural. On est 725 l'hiver et on passe sur les coups de 6000 l'été. Et malheureusement aucun médecin sur la commune et aux alentours. Donc c'est vrai que l'avoir sur la commune, ce serait quand même un plus. Coût global de la box médicale 68 000 €. Selon une étude des entreprises du secteur, un patient sur 4 qui téléconsulte vit dans un désert médical. Des téléconsultations qui participent aussi au désengorgement des urgences. Voilà, santé encore dans ce journal avec cette fois-ci la lutte contre les addictions. Tabac, alcool ou encore jeux de hasard. En Martinique, la sensibilisation et la protection des mineurs se fait grâce à une campagne de prévention pensée et réalisée par des collégiens. Un moyen de mieux concerner le public visé. Explications et images recueillies par Jean-Marc Quarteron pour Via TV sur place. Nous, les enfants, c'est encore plus grave parce qu'on grandit avec des... Par exemple, si on arrête de fumer enfant, il y aura quand même des restes de cigarettes, on va dire, dans nos poumons. Nous avons dans notre établissement déjà rencontré certaines difficultés par rapport à la consommation d'alcool et aussi de stupéfiants. Et donc nous voulons participer vraiment à l'éducation et à la sensibilisation de nos jeunes et à ce qu'ils deviennent des adultes responsables. Claude Malhuret était l'invité ce jeudi matin de l'émission Face au territoire sur TV5 Monde. L'ancien ministre et désormais sénateur s'est notamment exprimé sur l'utilisation du réseau social TikTok qui fait polémique, alors qu'une commission d'enquête poursuit actuellement ses travaux à ce sujet. Regardez cet extrait. TikTok est l'application qui prend le plus de ce qu'on appelle des permissions sur votre téléphone. 44 permissions. Quand on dit permission, il y en a pour lesquels ils ne demandent pas la permission. C'est ce qu'on appelle de l'opt-out et pas de l'opt-in. Donc c'est si vous adhérez à l'application, vous avez ça. Oui, bien sûr qu'ils s'en servent. D'abord, ils s'en servent pour des raisons normales, pour cibler la publicité, etc. Et puis, il y a des tas de permissions, quand on les regarde, qui ne servent à rien pour l'application. Donc, vous avez un nombre de permissions extrêmement important. Deuxièmement, la fuite de données en Chine est avérée. Elle a été prouvée, notamment aux États-Unis, et TikTok a fini par être obligé de le reconnaître. Les Américains ou les Anglais interdisent à leurs fonctionnaires d'État d'utiliser TikTok sur leur téléphone. Les Européens aussi. On fait la même chose. Les Européens aussi depuis 3 mois.
Face au territoire avec Claude Malhuret est à voir ou revoir sur les sites internet de TV5 Monde et des partenaires de l'émission. Ouest France, Nice Matin, 20 minutes, La Montagne, le magazine Le Point et bien sûr France Antilles. Tout à fait autre chose, mieux informer et sensibiliser le public au risque d'incendie. Voilà les objectifs de la météo des forêts proposés depuis le début du mois par Météo France. Et élaborée grâce aux prévisions météorologiques et l'état de sécheresse de chaque département. Celle-ci permet d'établir une carte liée au danger d'incendie. Précision recueillie à Toulouse par Manon Van Overbeek pour la Dépêche du Midi. On dispose déjà à Météo France de calculs, d'analyse et de prévision des conditions feu météorologiques à résolution kilométrique sur l'ensemble du territoire de la France, et ce jusqu'à 4 jours d'échéance. Donc ce sont des calculs assez importants et assez volumineux. Pour cela, on les réalise 2 fois par jour sur notre supercalculateur. Et c'est l'ensemble de ces informations que l'on a cherché à valoriser en les agrégeant à l'échelle départementale pour produire ce dispositif de la carte de météo des forêts. Voilà, et sachez que ces informations concernant les risques d'incendie sont consultables sur le site météofrance.com, bien sûr, et l'application mobile de Météo France. Traverser la Méditerranée pour rejoindre la Corse, vous serez nombreux à emprunter cet itinéraire cet été. Et à côté des traditionnelles traversées en ferry, une nouvelle offre se développe pour se rendre sur l'île de beauté, le Voilier. Une coopérative propose depuis l'été 2022 une liaison quotidienne entre Saint-Raphaël et Calvi. Une option avant tout écologique, vous allez le voir, les précisions avec ce reportage de Loïc Leprince pour Télépaésé sur place. Se rendre en Corse, oui, mais comment ? Depuis 2 ans, une coopérative propose à des voyageurs de faire la traversée en voilier. Aujourd'hui, ce sont 7 passagers qui ont choisi cette option. Cette liaison existe depuis 2 ans et est amenée à se développer. Donc Selcop, c'est une entreprise, une coopérative exactement de transport de passagers à la voile qui opère entre le continent et la Corse pour l'instant. Pour les passagers, c'est avant tout la motivation écologique qui les a amenés à opter pour ce mode de locomotion. Avec mon mari, qui travaille beaucoup dans la mobilité, on essaie toujours de trouver des solutions pour ne pas utiliser l'avion et voire même de ne pas utiliser notre voiture pour partir en vacances. Et on avait le projet de retourner en Corse. Et on a découvert la société Sailcop, la coopérative Sailcop, et on s'est dit, tiens, pourquoi pas, faisons la traversée en voilier. Depuis quelques années, j'ai décidé d'arrêter de prendre l'avion. Et donc, voilà, ça fait partie de cet objectif-là, et sans pour autant renoncer à profiter de la Corse. Donc c'est un super compromis. Au bout de 18 heures de traversée, les passagers arrivent à bon port. Beaucoup d'entre eux réemprunteront ce même mode de locomotion pour le trajet retour. Quant à la coopérative Selcop, elle espère démocratiser le voyage en voilier et peut-être à l'avenir ouvrir encore d'autres liaisons. Voilà, direction à présent l'Île-de-France dans ce journal pour découvrir une autre bonne initiative pour l'environnement. La collecte de déchets alimentaires à cheval. Ce service original, s'il en est mis en place notamment dans la ville de Stein. Pas de moteur pour ramasser les poubelles, mais des sabots en pleine ville. Un reportage de Thomas Biletich pour la nouvelle chaîne francilienne 20 minutes TV. Regardez. Si vous arpentez les rues de Stein, en plein cœur de la Seine-Saint-Denis, vous entendrez sûrement le bruit de ces sabots. Cutter a une mission, collecter les déchets alimentaires du quartier du Clos Saint-Lazare. Cutter, c'est un cheval qui a 19 ans. Donc ça fait 2 ans et demi qui fait la collecte dans le quartier. On collecte un supermarché, 2 écoles, une crèche, un restaurant, une ferme et 29 points d'apport volontaires. Là je regarde, j'appuie là. Regardez, bon là ça va, il y a du pain. Il y a un peu de plastique, mais bon, c'est normal. 46, 66. Chaque bac est équipé d'un code barre numéroté et permet de connaître le poids exact lors de chaque tournée. En moyenne, Cutter collecte pas moins d'1,5 tonne de déchets alimentaires par semaine. Derrière ce projet se cachent les alchimistes. Les alchimistes, c'est une entreprise sociale qu'on a créée il y a à peu près 6 ans et qui collecte, composte les déchets alimentaires, produit du compost et le vend dans les jardineries, pour les agriculteurs, pour la végétalisation de la ville. Un exemple qui semble ravir les habitants du quartier.
Mais c'est une très bonne initiative, moi je dis, si toutes les villes pouvaient faire pareil, il faut se lancer plutôt, c'est l'avenir. Ce projet appelé Clos Compost est pour le moment en phase expérimentale. Il faudra attendre septembre prochain pour savoir si cette initiative sera prolongée pour Keter et les alchimistes. Il est l'un des acteurs majeurs du film Anatomie d'une chute, réalisé par Justine Triet. Le magnifique village de Villarambert-le-Corbier en Maurienne a servi de décor au long métrage qui vient de décrocher la Palme d'Or à Cannes. Une récompense qui fait évidemment la fierté des habitants sur place, comme a pu le constater Agathe Crinchot pour la rédaction de 8 Mont-Blanc. Au cœur de la Maurienne, c'est un plateau de cinéma naturel qui a brillé sur la Croisette. Des prairies fleuries où la neige a disparu, des chalets authentiques, non loin de là, les majestueuses aiguilles d'Arve. Des paysages que le petit village de Villarambert a prêté au film Anatomie d'une chute à la fin de l'hiver 2022. Le long métrage de Justine Triet vient de remporter la récompense ultime à Cannes, et cette palme d'or, c'est aussi un peu celle de Villarambert. C'est vraiment une véritable fierté pour nous. On pouvait espérer, quand on a vu que le film était à Cannes, on s'est dit bah oui, on peut toujours espérer. Et quand on a vu les résultats, la Palme d'Or, c'était pour nous extraordinaire. Dimanche matin à 7h, moi j'avais un gars qui m'appelait, un habitant du village, et qui m'a dit on a gagné. Voilà, donc c'était vraiment très bien. L'intrigue se déroule notamment dans ce chalet isolé du village savoyard. Construit début 1900, la bâtisse est imposante. Le bois provient en partie d'un ancien hameau qui a brûlé en amont du village. Cette habitante y a passé son enfance. Elle va désormais le retrouver sur les écrans. Moi, j'ai été élevée là-haut avec mes parents. J'ai grandi là-haut. Il y avait encore mon grand-père, ma grand-mère. On est allé voir, oui, c'était impressionnant. Et ça fait quoi bien de voir un peu son chalet d'enfance servir de... Ah, ça fait chaud au cœur, c'est sûr. L'équipe de tournage avait posé ses quartiers ici, au centre du village. Situé au pied de la station du Corbier, Villarambert, 250 habitants, se prend désormais à rêver d'autres affiches. On peut espérer aussi que d'autres films pourront être tournés sur place. Nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a un village typique montagne, et puis on a une station moderne qu'on peut voir tout en haut. Donc on peut s'adapter sur beaucoup de films différents. En attendant de revoir des caméras, Villarambert se retrouvera dans les salles de cinéma à partir du 23 août prochain. Du cinéma à la lecture dans ce journal, arrêtons-nous sur l'incroyable destin de Françoise d'Origny. Dans un ouvrage de souvenirs, son titre « Ces jours qui ne sont plus », l'aristocrate raconte une vie pour le moins très remplie, de la Seconde Guerre mondiale aux mondanités parisiennes, de Cambridge à la brousse africaine. Les anecdotes sont souvent rocambolesques et surprenantes et nous plongent dans un monde aujourd'hui totalement disparu. Images et commentaires de Christophe Rigaud. La vie de Françoise d'Origny est un roman. L'Exode, la Seconde Guerre mondiale, les révoltes africaines, les mondanités parisiennes, Françoise d'Origny a traversé l'histoire et a décidé de livrer ses souvenirs dans Ces jours qui ne sont plus, un ouvrage où elle raconte sa vie d'aristocrate dans un monde en plein bouleversement où la petite histoire rencontre la grande. Bon, on est toujours plongé dans la grande histoire, mais il se trouve qu'en effet, la grande histoire, ça a été l'Exode. Je me rappelle tellement bien l'Exode, je me rappelle des cadavres dans les fossés. Et nous sommes arrivés comme ça à Vichy, à Luçon, et le lendemain, nous sommes partis pour arriver jusqu'à Biarritz. Et les Allemands sont arrivés le lendemain de là, et donc j'en ai conclu que les Allemands nous avaient poursuivis, mon frère et moi, à travers toute la France, que c'était nous qui cherchaient. Avec humour et lucidité, Françoise d'Origny nous confie également ses souvenirs de voyage aux quatre coins de la planète, en Sibérie comme en Afrique à la veille des indépendances. J'ai connu les premières révoltes, j'ai échappé au massacre, les Bamileke s'étaient révoltés, j'ai été là et curieusement j'ai pas été massacré, j'ai été parmi les seuls, mon mari et moi ont été parmi les seuls blancs qui n'avaient pas été massacrés. Enfin, j'ai échappé à beaucoup de choses. Françoise d'Origny nous fait revivre un monde disparu, mais qu'elle évoque sans aucune nostalgie. Je suis une des dernières personnes à avoir vécu un grand basculement politique, populaire, national, tout allait changer.
Dans son ouvrage « Ces jours qui ne sont plus », Françoise d'Origny témoigne surtout d'un parcours sans concession, d'une femme libre, en marge de toutes les conventions. Et puis une page d'art dans ce journal, elle expose pour la première fois son travail à Paris. Johanna Caplier utilise sa pratique de l'art-thérapie pour peindre des tableaux à partir de cire d'abeille ou de bougies. Son exposition, qui s'intitule d'ailleurs Hot Candles, propose des toiles très colorées et de tout format, des œuvres à observer jusqu'au 20 juin. Écoutez à ce propos l'artiste, le commissaire de l'exposition et l'avis d'une jeune visiteuse au micro de Christophe Rigaud. Ce qui me plaît, c'est de jouer avec les matières différentes, c'est d'avoir du relief. Parce que, comme un être humain, je suis thérapeute. Les gens sont faits de relief, sont faits d'émotions, sont faits de sentiments. Dans l'art-thérapie, par exemple, de ressortir tout ce qu'on peut avoir sous toutes ses formes. Ça rend le tableau vivant parce que ce mélange de matière fait qu'il y a une profondeur et qu'on rentre vraiment dans l'œuvre, on rentre dans ses émotions qu'elle a su transmettre. Moi j'imagine une sorte de nuage douillet, un peu comme une sorte de nuage mélangé dans un arc-en-ciel. Et du coup moi je trouve que ce tableau il est très beau parce que pour moi ça exprime la gaieté. L'exposition Hot Candles de Johanna Caplier est à découvrir donc jusqu'au 20 juin à la galerie Atelier Visconti, 4 rue Visconti à Paris, dans le 6e arrondissement. C'est bien connu, rire est bon pour la santé. C'est aussi la devise de Barre de Rire, une association qui a lancé un comédie club à la grenobloise. Une façon pour les humoristes amateurs de se frotter à un public en live. Consommer avec modération, mais rire sans limite. Un sujet de Lina Bradodine pour Télé Grenoble. Les gens qui conduisent des voitures sans permis, soit c'est un petit jeune de 16 ans qui habite dans la vallée du Grésivaudan. Son père qui lui a acheté la voiture et il fume une cigarette électronique ou kiwi ananas. Ce soir-là, le Levrette Café affiche complet, mais heureusement, l'humour avait réservé sa place à l'avance. Un mariage entre les montagnes et la gastronomie, un véritable gratin de talents comiques. Alors que deux Grenoblois et deux Lyonnais sont venus présenter leur show de stand-up avec l'association Barre de Rire, qui offre aux talents de la scène locale la possibilité de se révéler et d'être épaulés dans l'écriture de leur spectacle. Moi, ce que j'aime pas, c'est la solitude. Parce que tu es tout seul la journée, parce que tous tes potes, ils travaillent. Et alors qu'avec Barre de Rire, en fait, on est vraiment ensemble. On se voit à peu près une fois par semaine pour écrire. On joue ensemble. Avec Rani, on joue vraiment beaucoup ensemble. Donc les trajets en voiture, ça, c'est pareil. On y va tout seul, on rentre tout seul. Alors que quand on est à deux, déjà, que ce soit une bonne soirée ou une mauvaise, on est content de le partager avec quelqu'un. Moi, je me considérais comme un humoriste engagé. Je suis politiquement taquin, si je puis dire. Ce qui me plaît, c'est de transmettre des émotions aux gens, donc déjà par le rire, mais aussi sur scène, on peut transmettre un message. Donc moi, si je fais de la scène, c'est surtout pour passer un message. J'aimerais qu'on écrive en épitaphe sur sa pierre tombale, Jean-Marie Le Pen, un détail de l'histoire. Pour monter sur une des scènes de Barre de Rire, il faut déjà avoir au moins entre 8 et 10 minutes de spectacle à proposer. L'association a permis d'amener l'humour et le stand-up dans des endroits où ça n'existait pas à Grenoble, en dehors des salles plus institutionnelles. À la base, je ne savais même pas qu'il y avait beaucoup d'humoristes sur Grenoble. C'est un peu par hasard. Et en montant ça, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de gens qui montaient ça et qui prenaient des cours et qui essayaient de faire rire. Et du coup, on leur a proposé des endroits où ils peuvent jouer. Et ils peuvent jouer un jeudi sur 2 au Levrette Café, un mardi sur 2 au Café de France et parfois dans d'autres lieux de la capitale des Alpes pour une avalanche de bon humour pleine de fraîcheur. Voilà, des sourires et de la bonne humeur encore pour terminer ce journal avec un événement un peu loufoque venu de l'Aube, la course à caisse à l'oignon. Sur le même principe que la traditionnelle course de caisse à savon, les concurrents s'affrontent à bord de bolides originaux. Une compétition où la vitesse compte tout autant que l'originalité. Un sujet de la rédaction de Canal 32. Gervais fait partie des passionnés. Dans le paddock à Chavanges, à l'heure des derniers réglages, sa caisse à oignons est sûrement la plus aboutie du plateau. C'est le dernier préparatif, là. Il faut que je branche le courant parce que j'ai des klaxons. Il faut dire qu'avec 5000 heures de travail, il a mis la barre très haut. C'est une tondeuse autoportée que j'ai modifiée. C'est de descendre, pas tranquille non plus, mais bon, de participer, quoi. 3, 2, 1, top!
La plupart des pilotes est bien dans le même état d'esprit. L'événement est organisé pour la 4e fois par le comité des fêtes de Chavanges et l'association Top Loisirs. Il nécessite l'engagement d'une vingtaine de bénévoles. Ce sont des caisses à savon, mais nous, à Chavanges, on les appelle à oignons. C'est notre emblème du village. On adore, nous, préparer ce genre de fête. Bon, en plus, il y en a très peu dans la région. C'est pas quelque chose, on va dire, c'est quelque chose qui est innovant. Les participants viennent de l'Aube, donc, mais aussi de Marne et de Haute-Marne. La journée se déroule en plusieurs courses chronométrées avec une descente d'essai. Seule contrainte technique pour les véhicules, il faut un arceau de sécurité, une ceinture et des freins en état de marche pour limiter les dégâts au cas où. C'est un plaisir qu'on se fait. C'est une fois par an ici à Chavanges et on aime bien, ça donne un coup d'adrénaline et ça nous change un peu les idées quoi, de participer à la caisse à oignons. Comptez moins d'1 minute la descente pour les meilleurs dans les rues de la commune. Pour le moment, la course se déroule pas trop mal. On fait des temps à 50 secondes la descente, donc on est dans le peloton de tête. Ce qu'il faut, c'est que la mécanique tienne jusqu'au bout et on espère le podium. L'édition 2023 de la course de caisse à oignons de Chavanges a regroupé une vingtaine de véhicules. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi ce grand JT des territoires. On se retrouve très vite pour une prochaine édition. Au revoir à tous.